1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une histoire digne des plus grands films d'espionnage. Cette incroyable explosion simultanée de beepers au Liban et en Syrie. Les beepers, ce système de radiomessagerie utilisé par le Hezbollah. Bilan, au moins 9 morts, 2800 blessés, la plupart issus des rangs de l'organisation terroriste. Détail troublant, l'impact des explosions suit au mètre près l'implantation de ces militants au Liban. Oui. Le Hezbollah accuse le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien, d'être à la manœuvre. Silence, en revanche, du côté de l'État hébreu. Alors une question ce matin, une telle opération est-elle possible? On prend la direction des États-Unis où nous attend la correspondante d'Europe 1, Aviva Fried. Aviva, le New York Times dévoile en effet les éléments qui permettent, semble-t-il, de reconstituer le déroulé des événements. Oui, le quotidien cite des sources américaines qui auraient été informées de l'opération menée par les Israéliens. Alors, on pensait d'abord que les beepers concernés avaient été fabriqués par une société taïwanaise, mais le constructeur dément, affirmant qu'ils proviennent d'un franchisé européen. Et d'après le New York Times, c'est avant leur arrivée au Liban qu'ils auraient été modifiés. Une petite quantité d'explosifs aurait été introduite au niveau des piles des appareils. Un détonateur aurait également été placé permettant de déclencher les explosions à distance. À 15h30 heure de Beyrouth, un message apparaît sur l'écran des beepers, semblant venir des dirigeants du Hezbollah, mais c'est en fait le message d'activation qui fait exploser les charges contenues dans les appareils. Une opération qui a donc vraisemblablement été longuement préparée. Il fallait savoir à l'avance que des boîtiers avaient été commandés, quel type de boîtier et quel chargement était destiné au Hezbollah. Ironie de l'histoire, le chef du groupe terroriste avait opté pour l'utilisation des beepers car il estimait que les téléphones portables présentaient un risque trop important d'être espionnés par les Israéliens. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Cette montée de tension dans la région contraint Air France à suspendre ses liaisons vers Beyrouth et Tel Aviv jusque demain inclus. Ce drame avait provoqué des émeutes sans précédent dans toute la France. On s'en souvient, 15 mois après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre. Le nouvel hebdomadaire en kiosque, le JD News et Europe 1 vous révèlent les circonstances et les contre-vérités dans cette affaire. Enquête qui s'appuie sur le dossier d'instruction auquel le JD News et Europe 1 ont eu accès. Plusieurs milliers de pages de procédure et une certitude de William Molinier. La thèse défendue par la famille de Naël et les parties civiles est inexacte. Plusieurs contre-vérités ont été racontées. D'abord, les policiers n'ont pas frappé Naël Merzouk avec la crosse de leur pistolet. L'autopsie est formelle. Il n'y a pas de traces de coups. Les deux seules ecchymoses sont situées sur le bras droit et ont été causées au moins 18 heures avant le décès du jeune homme, ce qui est donc incompatible avec le récit des parties civiles. Elles sont aussi démenties par l'expertise menée sur le véhicule. Le mineur de 17 ans a bien redémarré volontairement la voiture. 4 actions successives ont été nécessaires. Naël Merzouk a appuyé sur le bouton Start and Stop, en même temps sur la pédale de frein, avant de passer le levier de vitesse sur le mode Drive et enfin accélérer, ce qui a conduit à faire dévier le tir du policier dont le coude reposait sur le pare-brise de la voiture. Tout au long de l'enquête, les deux policiers n'ont jamais changé de version. La volonté de tuer ne transparaît pas à la lecture des procès-verbaux et des expertises. À ce jour, le policier qui a tiré reste mis en examen pour homicide volontaire. Son collègue est témoin assisté pour complicité de meurtre. Les juges doivent rendre leurs conclusions dans les toutes prochaines semaines. William Molinier enquête sur les vérités et contre-vérités de l'affaire Naël, à lire dans le premier numéro du JD News, nouvel hebdomadaire qui sort en kiosque aujourd'hui. Le directeur des rédactions du JDD et du JD News, Geoffroy Lajeune, d'ailleurs, sera avec nous dans un instant. C'est un énorme pari éditorial. Il sera avec nous pour nous en parler dans quelques minutes. Son audition devant la cour criminelle du Vaucluse était très attendue. Dominique Pellicot a enfin pu être interrogé sur les viols multiples qu'il a organisés à l'encontre de son ex-femme. Le monstre derrière l'homme ordinaire et inversement, la face A et la face B d'une même personne, comme il l'a dit lui-même. Il reconnaît entièrement les faits, les sédatifs administrés à son ex-femme, les multiples viols commis par lui ou par d'autres hommes recrutés sur Internet. 50 l'accompagnent sur le banc des accusés. Tous des violeurs comme moi, a-t-il dit hier à l'audience. Ce procès est une épreuve pour Gisèle Pellicot, qui est en train de devenir le symbole des violences faites aux femmes. Elle a obtenu que ce procès soit public et non pas à huis clos. Je ne veux pas qu'on pense que je me cache, disait-elle à ses avocats. Hier, à la sortie d'une journée d'audience éprouvante, elle a été longuement applaudie. Reportage Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Des haies d'honneur dans la salle des pas perdus à chaque passage de Gisèle Pellicot. Le public est venu nombreux lui apporter son soutien. C'était instinctif, tout on s'est mis à applaudir. Pour que la honte change de camp.
On est avec Gisèle. On trouve ça extrêmement courageux. Quand elle parle, c'est pas évident, c'est pas un procès évident pour elle. C'est une grosse affaire. Elle a subi des sévices atroces. Et à l'inverse, des broncas ont parfois accompagné le passage des accusés, le visage dissimulé derrière un masque chirurgical ou avec une casquette, et le tout dans une ambiance par moments tendue. On a fait à la base, c'était une haie de déshonneur. Ils n'ont pas honte, ils nous répondent avec des doigts d'honneur, quoi. Au lieu de baisser la tête et de raser les murs, non. Je suis choquée de voir ça. Les accusés se balader comme ça, sans gêne. Alors 35 de ces 50 accusés nient toujours les faits. Dominique Pellicot l'a martelé plusieurs fois lors de son interrogatoire. Il ne pouvait pas ignorer qu'il commettait un viol. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07. C'est la grande question depuis hier soir. Michel Barnier va-t-il augmenter les impôts ? Alors Matignon parle de on-dit, mais pas de démenti clair et précis à ce stade. Et celui qui a vendu la mèche, c'est Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, l'a dit aux élus macronistes de l'Assemblée. Cela ressemble à un coup bas, Jacques Serret. Le coup de billard est signé Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire prend les 97 députés Ensemble pour la République à témoin. Dans une salle de l'Assemblée, il leur fait cette confidence. Michel Barnier m'a dit pendant notre entretien qu'il augmentera les impôts. La sortie fait l'effet d'une bombe. Gérald Darmanin connaît sa potentielle déflagration sur des parlementaires macronistes majoritairement hostiles au nouveau Premier ministre et contre toute idée de hausse d'impôts. Il a raison, on n'est pas traité comme il faut mettre les choses au clair, peste un député. Darmanin était un ministre loyal, lâche un autre. Là, c'est un avant-goût de ce qu'il sera au Parlement. Et c'est bien là tout le sens de cette fuite. Attaquer Michel Barnier et affaiblir les Républicains qui avaient érigé en ligne rouge de leur pacte législatif de ne pas toucher aux impôts. La stratégie de la bordélisation avant même que les nouveaux ministres soient nommés. Bon courage maintenant pour les augmenter, s'amuse un conseiller. La boucle est peut-être déjà bouclée. Jacques Serret du service politique d'Europe. Allez, le football et Lille qui rate son entrée en Ligue des Champions. Les Lillois battus 2-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. Début du PSG ce soir à domicile et ce sera contre Girona, en catalan dans le texte. Des Parisiens plutôt confiants pour la suite de la compétition, Cyril de la Morinerie. Oui, les Parisiens ont vite tourné la page Kylian Mbappé. Il reste sur 4 succès consécutifs en Ligue 1 avec une moyenne stratosphérique de 4 buts marqués par match. Un PSG porté par Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, mais aussi par les jeunes recrues comme l'ex-rennais Désiré Doué. Un collectif avec des noms moins ronflants mais tout aussi compétitifs, assure le capitaine Marquinhos. Pour moi, mes coéquipiers ils seront toujours les meilleurs au monde, même s'il n'y a pas des grands noms et pas des grands stars. Je suis toujours fier de l'équipe qui j'ai joué. Voilà. Et pour le consultant football d'Europe 1, Alain Giresse, le PSG, demi-finaliste la saison dernière, a le potentiel pour aller très loin en Ligue des Champions. Normalement, avec les ambitions que doivent avoir le PSG, dans les 8 premiers, ça doit faire partie d'une perspective tout à fait à leur portée. Et les 8 premiers de ce championnat seront qualifiés pour les 8e de finale. Première étape ce soir avec Gérone, 3e du championnat espagnol la saison dernière. Mais le PSG qui se déplacera prochainement à Arsenal et au Bayern Munich et recevra notamment l'Atlético de Madrid et Manchester City, devra sortir le grand jeu. Cyril de la Morinerie, PSG, Girone, dit-il ce soir à 21h. C'est au Parc des Princes. Bon, on va dire Gérone, en France on dit Gérone. Oui, voilà. on dit Gérone. Vous n'avez pas donné le 9-2 du Bayern Munich. C'est le gros score de la soirée. Oh là là. Et le but de Kylian Mbappé également, du Real victorieux 3-1 face à Stuttgart. Voilà pour les résultats. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Bon, la proposition sulfureuse est signée Olivier Babot. Tiens, plutôt qu'augmenter les impôts, et si on repoussait l'âge de la retraite ? Bon, ça a l'air provocateur comme ça, mais c'est très sérieux. Olivier Babot nous explique ça dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le directeur des rédactions du JDD et du tout nouveau JD News, Geoffroy Lejeune, est avec nous. Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1.